Salut YouTube, salut tout le monde, salut le chat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder une disaster class de Yacine Bellatar. Alors, on me dit une disaster class parce que je ne l'ai pas encore regardé, mais tous ceux qui ont vu la vidéo, bah voilà, comme Ben Midi, me disent qu'il a été insupportable sur cette interview. Et bon, on va la regarder ensemble. On va pas tout regarder, c'est 1h22, on va pas tout regarder, on va regarder des parties. Vive le chapitrage YouTube. Alors, petit avis, moi, sur Yacine Bellatar, j'étais allé voir son spectacle il y a maintenant 3-4 ans peut-être. Ouais, mais ça remonte peut-être même à plus loin. Je me demande si c'était pas avant le Covid que j'étais allé voir Yacine Bellatar qui nous avait invités. J'avais beaucoup aimé son spectacle. Yacine Bellatar, en tant qu'humoriste, je le trouve très bon. Très bon. Par contre, dès qu'il parle de politique, je le trouve catastrophique. Alors, sauf peut-être sur la question de l'antiracisme. Il a beaucoup été sur l'islamophobie. Il s'est pris beaucoup d'attaques racistes, Yacine Bellatar. Donc, il y a ça aussi à rentrer dans l'équation. Par contre, en dehors de ça, c'est un ultralibéral, c'est un macroniste. Donc, c'est pas quelqu'un que je vais soutenir politiquement. Par contre, je soutiendrai face aux attaques racistes. Mais il est ultralibéral. Mais bref, on va regarder cette vidéo. Avant qu'on réacte sur YouTube, mais aussi dans le chat, n'oublie pas de soutenir. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager, de suivre la page. Viens sur Twitch aussi, on s'amuse trop bien. Et de soutenir financièrement si tu le peux. Voilà, il y a les liens en description. Fais gaffe, il est comme Hanouna, il aime bien chercher la bagarre comme s'il avait 15 ans. Oui, non, bah écoutez, on va essayer d'être respectueux avec monsieur Yacine Bellatar. Mais si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. C'est tout. C'est tout. Mais oui, je sais qu'il a une réputation de tête de cochon, on va dire. Il aime pas trop qu'on le critique. Après, t'es une personnalité publique. Le problème, c'est que tu vas être critiqué, quoi que tu fasses, hein, de toute manière. Allez, c'est parti pour Yacine Bellatar. Donc là, il y a la première partie. Parcours début, on s'en fout. Alors, faut savoir qu'en plus, il me semble que Yacine Bellatar, il est humoriste, mais c'est aussi un businessman. Il me semble qu'il gagne plutôt bien sa vie. Donc, ce qui explique aussi ses logiques un peu libérales, parce qu'il a aussi ses intérêts de classe. Il n'a pas que ses intérêts de race, c'est-à-dire d'être un musulman arabe, vivant le racisme et l'islamophobie. C'est aussi entrecroisé de ses questionnements de classe. Et je crois que même il avait racheté, il joue dans un théâtre et c'est lui qui l'a racheté. Il a son propre théâtre et je crois qu'il a plusieurs boîtes. Bref, ça va, alhamdoulilah. Et là, la question, c'est pas de dire oh le sale bourgeois, c'est juste dire ça marche très bien pour lui, alhamdoulilah. Mais donc, il a des intérêts de classe qui font que il va avoir un discours un peu libéral. Et d'ailleurs, le fait qu'il soutienne Macron en 2017, les gens, waouh, c'est tellement logique, je vous le dis tout net. 2017, Macron, c'était l'espoir de tous les rebeux, un peu classe moyenne ou classe populaire supérieure. C'était comment dire, c'était presque un messie. Alors, astaghfirullah, ce que je suis en train de dire, non, mais c'était vraiment une opportunité de ouf. Tous ces rebeux-là étaient à fond derrière Macron, parce que en plus Macron, alors il y avait toute la logique entrepreneuriale, voilà, le do it yourself et tout. Surtout que en plus, il n'était pas dans l'islamophobie. Voilà. Même, il avait des discours en mode, si les femmes voilées veulent travailler, elles ont qu'à travailler. Voilà, il s'en foutait. C'était vraiment la logique libérale. Tant qu'ils travaillent, moi, ça me va. Oui, c'était vraiment, voilà. Il avait un grand succès. Donc, je suis pas étonné que Bellatar ait été pro-Macron, mais je crois même il me semble que Bellatar était très proche de Macron, qu'il était ami avec lui avant ça. Alors, on va regarder la partie médias et influence Bolloré. Ouais, je m'en fous un peu de médias. Ça provoque en vous De médias et influence Bolloré. On va regarder la partie donc panafricanisme et diaspora. Vas-y, je vais regarder ça. Ça m'intéresse un peu l'avis de Bellatar sur ça. C'est du domaine du bon sens. Mais justement, vous avez souvent dénoncé. Alors, on est d'accord, funérailles des tabous. Il me semble que nous, on regardait beaucoup. Il s'appelle comment l'émission avec aussi des panafricains là, ultra-libéral. Comment ça s'appelait là on a fait plusieurs réacts. Il y avait Julien Rochdy, il y avait tout ça et tout. Comment ça s'appelle Librairie africaine. Voilà, merci beaucoup Ben Midi. Librairie africaine. On est d'accord. Bellatar, c'est un réalisateur hongrois, sinon je connais pas du tout. Il fait des bons films. Mais on est d'accord que Librairie africaine, ce sont des gens qui sont partis de la funéraille des tabous. Ok, c'est bien ça. Il me semble que c'est un peu plus libéral Librairie africaine que funérailles des tabous. Bolloré très tôt. C'est quoi? C'est dû à votre panafricanisme? C'est quoi un constat que vous avez fait à un moment donné où vous avez dit à un moment donné on peut pas se mélanger quand on sait qu'il y en a qui ont un certain nombre de pratiques en Afrique qui ne sont pas
scène. Donc là, si on comprend, Bellatar avait décidé de ne pas travailler ou de ne pas aller dans les médias Bolloré. Et donc lui, il lui demande est-ce que c'est lié à son panafricanisme. Je ne savais pas que Bellatar se déclarait panafricain. Sûrement, hein, sûrement. Je sais qu'il a aussi du business. Il est marocain, lui, Bellatar, non? Mais voilà, je découvre. On va voir les propos de Bellatar sur le panafricanisme. Après, moi, le problème de Bellatar, je trouve qu'il a aucune, colonne vertébrale politique. Je vais pas mentir, j'ai connu Bolloré déjà de manière assez simple, c'est que j'étais à Canal+ avant Bolloré, donc déjà c'est assez simple. Donc j'ai vu moi l'arrivée de Bolloré, j'ai vu l'arrivée, les changements, notamment le préjudice qu'il a eu en virant mes camarades des Guignols de l'info, et ça s'est joué très vite. Et d'ailleurs pour vous montrer à quel point les bobos sont pas une science exacte. Oui, c'est qu'on était marocain, il a persuadé été qu'en virant les Guignols de l'info, il y aurait des il a été invité à la visite d'État de la France au Maroc avec le roi du Maroc en 2024. Ah oui, je me rappelle. Mais ça avait fait polémique même. Il avait subi une polémique parce que Macron l'avait invité. Mais d'ailleurs, pourquoi tu acceptes? Ne va pas à ça, quoi. manifs, qu'on parlerait de liberté d'expression, en fait pas du tout. Les gens maintenant ont tellement peur de perdre ce qu'ils ont qu'ils ne veulent pas affronter le commun. Et J'ai eu l'impression d'entendre Lulu. ça, c'est quelque chose qui est totalement nouveau dans notre créativité. Après, il a dit clairement sans honte que c'est un musulman dans les médias. Il a eu des textes sur le plateau d'Hanouna contre l'islamophobie, même si c'était léger et qu'il a plus le prise de coup. Ah, mais de toute façon, j'ai dit qu'il était victime d'islamophobie et que sur ça, il fallait le soutenir. Par contre, il y a un truc que les gens n'ont pas l'air de comprendre. C'est pas sous prétexte que tu es victime d'islamophobie que faut oublier tout le reste. Oui, tu es victime d'islamophobie. Je combattrai l'islamophobie que tu subis. Je serai à tes côtés contre l'islamophobie. Mais frère, après, t'as des takes qui sont catastrophiques, quoi. Voilà. Mais parce que là, on parle. Mais il y a un truc. C'est l'exemple paradigmatique que je prends souvent pour parler de ce sujet. Meilleur Habib, les gens. Je suis désolé. S'il est victime d'antisémitisme, je serai à ses côtés. Voilà, c'est horrible. Hein, mais je refuse qu'on soit antisémite, même avec Meilleur Habib. Voilà, c'est. Après, tout le reste, je vais le combattre, Meilleur Habib. Sa coopération avec Macron a discrédité Bellatar. Bah oui, comment tu veux lutter? Parce qu'en plus, oui, ok, t'as des propos sur l'islamophobie, mais bon, quand même ton pote, c'est l'un des principaux acteurs de l'islamophobie et même institutionnelle. Je veux dire, frère, je veux bien, ok, mais bon. Pour parler de Bolloré, c'est plus ancien. Moi, j'ai mis longtemps à accepter, j'allais dire, pas ma culture, parce que ça, j'ai toujours été à l'aise là-dessus, mais j'ai longtemps compris qu'en fait, ma culture m'engageait. Donc, de facto, le fait de venir d'ailleurs, ça nous amène des codes, des visions qui sont différentes. C'est lié aussi à nos parents, une forme d'héritage. Le mettre à disposition de Bolloré. Dur de défendre le port, courage à toi. Vous parlez de qui? Ah, vous parlez de Meilleur Habib, c'est ça? Ça a l'air un peu chiant là pour l'instant. C'est quand qu'il devient un peu plus Attendez, je m'en à 25 parce que là, moi vraiment, j'arrive à un stade, les gens, où il y a des discours comme ça qui ne veulent pas dire grand chose et qui m'énervent. Et ma culture m'engage, oui, allez, go. Où j'ai appris au fur et à mesure de son expansion de ce qu'il faisait en Afrique. Et je vais pas vous mentir, moi je suis d'origine marocaine. Enfin, je suis pas d'origine, je suis marocain. Frère, non mais là, il n'aime pas Bolloré parce qu'il a vu ce qu'il faisait en Afrique. Frère, la France-Afrique. Ton pote, c'est Macron. Frère, faut que tu découvres aussi ce que fait Macron. Attendez, vous savez que là, bientôt, il va y avoir le sommet France-Afrique. Je le répéterai toute ma vie, mais c'est une folie. France-Afrique. France-Afrique. Pourquoi pas le sommet Burkina Faso-Europe? Allons-y. Pourquoi pas Afrique du Sud, Europe, allons-y. Non, France-Afrique. Moi, ça me tue. Ça me tue que personne ne se rend compte qu'en 2026, il y a encore un congrès France-Afrique. J'ai découvert ce que faisait Bolloré en Afrique. Il n'y a personne qui s'est dit qu'il y a un problème. Non. Je suis franco-marocain. Je pourrais vous dire, moi, en tant que Marocain, je ne suis pas très touché par Bolloré, objectivement. Ouais. Parce que Bolloré n'a pas fait au Maroc ce qu'il a fait dans d'autres pays d'Afrique. Et par extension et par francité, c'est-à-dire le fait d'avoir comme frères des Maliens, des Sénégalais, des Burkinabés, des Béninois, ainsi de suite, qui eux étaient impactés par la politique de Bolloré, ça a fini par me changer mon paradigme, à moi, en tant que Marocain. C'est-à-dire, c'était de dire... Ouais, moi c'est très bien, mais Macron aussi, frère. Tu devrais peut-être te poser la question sur le Macron, sur le libéralisme, en fait, tu es un ultra-libéral, comment tu peux pas avoir le problème tant que le système économique que tu veux maintenir existe, il y aura une Afrique sous-développée. Je comprends pas le truc là. En fait, j'ai l'impression que Bolloré, c'est le bon truc. Ah non, mais moi je suis contre Bolloré, par panafricanisme. En fait, on est des panafricains, on est dans une vision qui est plurielle, dans ce que d'ailleurs proposait ou Sankara ou Kadhafi. Et en fait, on se doit, nous, la diaspora, d'amener une solidarité que
peut-être même au bled, ils n'avaient pas envisagé. Par exemple, je vous donne un exemple simple, mais le Maroc et l'Algérie, par exemple, quand on va au Maroc, le Marocain ne s'entend pas avec l'Algérien. Oui, exactement, c'est le engagement washing Bolloré. Oui, oui, c'est... Ah non, non, mais... Bentala fait pareil d'ailleurs, ouais, moi ça m'énerve. En fait, c'est trop facile, c'est tellement discrédité que oui, bon... En fait, ça devrait être la base. On devrait même pas te féliciter de ne pas aimer Bolloré ou d'être contre Bolloré. Oui, bon, vrai, ouais, ok. Alors que nous, en France, on est mariés avec l'Algérien, on est mariés avec la Malienne, on est mariés... En fait, c'est nous qui avons amené aussi une forme de, j'allais dire, de vision globale au continent africain. Sinon, en Afrique, c'est des pays qui sont séparés par des frontières. Donc moi, j'ai beaucoup joué mon spectacle en Afrique aussi pour comprendre le continent. Et je m'étais donné une période d'1 an où j'ai fait une tournée en Afrique. Et en fait, ça va encore, ça va. J'ai eu peur qu'une tournée, je me suis dit, ouais, une tournée, mais même une tournée d'1 an en Afrique, mais bon, allez, à la rigueur. J'ai compris que j'étais très peu de choses dans mes combats et dans ma vision. Justement, vous avez parlé de panafricanisme, mais j'ai entendu, je ne sais pas si c'est un lapsus, vous avez dit, entre nous, on ne va plus, Bolloré n'a pas vraiment beaucoup touché au Maroc par rapport à l'Afrique. C'est-à-dire, quand on peut entendre ça, on a l'impression que vous extériorisez finalement le Maroc quand vous dites par rapport à l'Afrique. Quelle est votre vision, vous, du panafricanisme? Est-ce qu'il y a une différence dans votre considération de l'Afrique du Nord par rapport à l'Afrique de manière générale? Non, là, alors, pour bien, vous avez tout à fait raison de le souligner. J'aimerais bien, il faudrait que je fasse une émission. D'ailleurs, je fais une petite annonce, mais j'aimerais bien faire une émission peut-être le mois prochain sur la question du panafricanisme et les Arabes face au panafricanisme. Tu vois, de voir un discours entre des panafricains et d'autres qui sont un peu tendancieux sur ces sujets-là. Mais j'aimerais bien creuser le sujet, quoi. Le Maroc, dorénavant, a développé des économies, beaucoup d'économies en Afrique. La première banque malienne, par exemple, est une banque marocaine. Enfin, on ne va pas rentrer dans tout ça. Bon, allez, le panafricanisme, les gens, ça m'ennuie un peu. Enfin, pardon, on va refaire la phrase parce qu'elle pourrait être tendancieuse. C'est pas le panafricanisme qui ne m'intéresse pas. Au contraire, c'est un sujet que je trouve passionnant. Mais l'avis de Bellatar sur le panafricanisme, voilà. Surtout que ça va être un truc un peu business. On a aidé des entreprises là-bas, bref. La liberté d'expression, on va voir c'est l'une des choses intéressantes sur la liberté d'expression. Et après, les parties qui nous intéressent vraiment, c'est la relation avec Macron et surtout celui-là, critique de la gauche. Voilà, il va critiquer la gauche. Par rapport à Dieudonné. Non, alors, Dieudonné... Dieudonné, le cas Dieudonné. C'est marrant, là où vous enregistrez votre émission, à côté, il y a un Starbucks, et c'est là qu'on s'est vu la dernière fois avec Dieudonné. Donc, je connais bien le sujet de Dieudonné, et je me cache pas du fait de l'avoir vu il y a maintenant 12 ans. Dieudonné, c'est même plus de la censure, parce que la censure, ça voudrait dire que Dieudonné veut avoir accès à certains médias. En fait, médiatiquement, Dieudonné, il a été éteint. Je suis pas sûr qu'on le revoie un jour au Téléthon. Après, voilà, il y a des personnes, effectivement, elles ont été exclues des médias, mais est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Moi, il y a 15 ans, 20 ans, j'aurais dit, ah, c'est dommage, il y a peut-être quelque chose à faire du Dieudo. Mais le Dieudo de maintenant, disons que, bon, je m'en bats un peu les couilles qu'il n'ait pas accès aux médias. Déjà parce qu'il a accès à pas mal de choses sur Internet, il y a pas mal de grosses vidéos. Dès qu'il va sur un truc, ça fait énormément de vues. Mon combat, ce sera pas que Dieudo revienne à la télé, tu vois. Moi, on va s'en passer. Mais il y a d'autres sujets où j'aimerais bien que ça passe davantage à la télé, quoi. Mais c'est pas Dieudo. Voilà. C'est un tournant dans l'histoire de l'humour français. C'est un tournant, mais qu'on ne savait pas qu'il reviendrait comme un boomerang. Parce qu'objectivement, voir des gens tout puissants écrire des mails en citant Dieudonné, c'est du domaine de l'extraordinaire. J'imagine qu'il veut parler des dossiers Epstein et tout, là, c'est ça? Dieudonné, à l'heure où je vous parle, reste le meilleur humoriste français. C'est aussi ça. Ça, je suis pas d'accord, par contre. Voilà. Il y a 10 ans, tu m'aurais dit ça, Yacine Bellatar, j'aurais dit OK. Parce que là, il dit là, aujourd'hui, Dieudonné reste le meilleur humoriste français. En vrai de vrai, j'ai regardé 2-3 de ses derniers sketchs. Je sais pas, peut-être que j'ai changé, peut-être que c'est plus mon humour, mais je trouve que c'est laborieux. Hein. Je trouve qu'il a pas évolué, en fait, il est tombé dans la facilité d'avoir... vraiment, c'est un humour de fan, quoi. C'est du fan service. Ouais, moi, je suis pas d'accord. Et c'est même pas parce que Dieudonné est devenu d'extrême droite ou quoi. Vous connaissez mon avis. Hein. Moi, j'arrive à rire des personnes d'extrême droite. Et des personnes d'extrême droite, si elles sont drôles, elles sont drôles. Mais là, pas ouf. Qui lui porte préjudice. Si Dieudonné était un humoriste moyen, il aurait disparu, comme il y en a d'autres qui disparaissent. Mais en fait, de voir ce que cet homme a apporté artistiquement, d'ailleurs, il y a beaucoup vous regarderez, notamment chez les Blancs, les humoristes, qui finissent par faire le beauf comme Dieudonné encore aujourd'hui. Mais c'est parce qu'ils font, c'est la même technique, c'est le même ton, c'est les mêmes comportements, mais en fait, c'est des Blancs qui le font. Dieudonné, il a techniquement, c'était comme si vous me disiez, est-ce que Messi a pété les plombs? Est-ce que le joueur de foot, Messi a pété les plombs? C'est un peu ça, ce qui est arrivé. J'ai eu des discussions qui n'engagent que Dieudonné et moi. Bon, ça, les gens, après, on a déjà discuté
raconté en long, en large et en travers. Effectivement, dans les années 2000, 2010, Dieudonné était le plus grand des plus grands humoristes de France, c'est tout. Voilà, maintenant sa période est terminée, son prime a chuté. Voilà, c'est la vie, c'est tout. C'est le cycle de la vie. On va pas en parler 15 ans. Pour nos désaccords, c'était qu'il avait tellement une palette plurielle qu'il n'était pas obligé de se focaliser sur le combat qu'il avait décidé de porter, qui à la fin, somme toute, même si les temps ont changé et compagnie, la vérité, c'est qu'il aurait pu le faire de manière beaucoup plus subtile. Et le gros problème, c'est qu'il en avait vraiment, et il en a, je pense encore, le talent. Enfin, je regarde plus ses vidéos parce que ça me fait de la peine dorénavant quand je le vois, quand je vois des gendarmes monter sur scène, ça me fait de la peine parce que j'ai envie de dire comment on en est arrivé à ça. Et il y a un déclencheur aussi, c'est cette notion de liberté d'expression. C'est-à-dire que quand il y a eu les attentats de Charlie, pas très loin d'ici d'ailleurs, il en a pas marre de doxer leur adresse, là. C'est une folie, quoi. Attends, il a dit que c'était pas très loin de Charlie et pas très loin d'un KFC. Non, mais gros, wesh. Non, pas d'un KFC, non, il a dit quoi? D'un Starbucks. Mais donne l'adresse, en vrai. C'est beau, là, c'est beau. C'est une folie, là. J'étais physiquement. Faut jamais l'inviter dans nos studios, en fait. J'étais physiquement, c'est-à-dire que quand il y a eu l'attentat, une demi-heure après, j'étais sur le site et je savais pas qu'on nous aurait corrompus par rapport à ce deuil-là. C'est-à-dire que tout le monde voulait faire partie de ce deuil. C'est juste qu'on voulait pas se mettre sous la bannière Charlie parce que c'est vraiment de la merde tout le temps. C'est-à-dire que c'est vraiment un journal qui est nul, les vannes sont pas bonnes. Voilà, c'est souvent assez raciste et ils s'en rendent même pas compte parce que je crois pas qu'il y ait des gens qui ont notre indice UV au sein de la rédaction. Alors, vous allez voir, c'est l'une des particularités de Yacine Bellatar, c'est qu'il parle beaucoup et en fait, il se laisse entraîner par ses pensées. Donc, il fait des longs tunnels et on oublie la question qu'on avait posée. Et en fait, il y a des liens, hein. Il y a des liens, mais en fait, il n'arrive pas à avoir de réponse courte. Et vous verrez, les 2-3 fois où je lui ai parlé, c'est souvent ça et que je l'ai vu en interview. Il arrive à faire des longs tunnels et ça s'enchaîne en fait. Il pense à un truc, il pense ça. Et oui, il a des choses à dire, ouais. Parce que s'il y avait des Arabes et Noirs qui travaillaient avec eux dans la rédaction, ils diraient mais ça c'est pas marrant, c'est juste pas marrant, voilà. Et c'est ça que paye aussi la France. C'est que le fait de nous marginaliser, de ne pas nous laisser rentrer dans la création de contenu, c'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui, en 2026, on voit des contenus qui sont très offensants. Même une pub, des fois on se dit mais qui a décidé de mettre un Renoir ou un Rebeu comme ça? Et si vous voulez, sur la question de l'après-Charlie, c'est ce qui a scellé le sort de Dieudonné. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a une liberté d'expression et il y a une liberté d'agression. Et donc en fait, la liberté d'expression, il y a des gens, ils peuvent tout dire. Et la liberté d'agression, c'est qu'on peut mal parler des Arabes et des Noirs dans les médias, faire des sketchs sur eux et compagnie. Et nous, si on répond, on dit regardez, ils veulent, c'est la dictature. Donc bon, ça a toujours aussi le même avis qu'on a répété 150 fois. Cette question de la liberté d'expression, elle est trop abstraite, ça ne veut rien dire. La question qu'il faut toujours se poser, c'est qui a les moyens de production. Et en fait, les Noirs et les Arabes ne peuvent pas bénéficier de cette liberté d'expression parce que c'est un concept abstrait qui fait comme si qui ne voit pas le rapport de force matériel qui est en réalité. Et pourquoi les Noirs et les Arabes n'ont pas la liberté d'expression? Parce que les Noirs et les Arabes n'ont pas les moyens matériels d'exprimer. Ils n'ont pas les capacités matérielles d'exprimer leurs idées. C'est juste pour ça. Voilà. Et ils n'ont pas les moyens de le faire. Et ce qu'il faudrait se poser la question, c'est comment faire pour que tout le monde ait les moyens matériels d'exprimer leurs idées. Mais avant, c'était Charles. Oui, et là, je suis d'accord avec toi, Eric, je voulais y revenir. Là, il dépasse un peu le truc, c'est que le Dieudonné était finito avant les attentats de Charlie Hebdo. Hein. Il était déjà censuré de partout et de manière plus ou moins légitime. Voilà, il était déjà ailleurs, quoi. Pour revenir, moi, je suis censuré dans le sens où on m'a refusé des accès à des émissions. On m'a dit, tu peux pas venir ici, tu peux pas venir ça. Comme quelle émission vous pouvez en parler ou... Non, mais moi, toutes les émissions. C'est pour ça que moi, je pars du principe qu'il fallait que je dise ce que j'ai besoin de dire. Ah ouais, il est sur la blacklist Bellatar? Ah bon, on sait c'est quoi son dernier passage télé? Parce que j'ai envie de dire, ok, on le voyait pas trop, mais j'avais pas l'impression qu'il y ait une censure. Mais peut-être. Hein. Après, il faut aussi se dire, gars, il y a 150 personnalités politiques. Effectivement, tu vas pas être invité de partout, c'est pas grave. Vous vous rendez compte? Attendez, moi, s'il y a bien une personne auquel je pense direct et que je me dis, elle est pas invitée, c'est plutôt Ouria Boutedja, tu vois, des exemples comme ça. Mais bon, pourquoi? Sur quel sujet on aurait dû inviter Bellatar et on l'a pas fait? Je sais pas. Peut-être qu'il y a eu des annulations de dernière minute. Oui, Blanche Gardin aussi. Parce qu'en fait, je savais que j'allais pas revenir. Oui, il va parfois à BFM, mais la dernière fois, ça s'était mal passé. C'était quoi la dernière fois? C'est-à-dire que de moi-même, j'ai beaucoup, malgré le fait qu'on se parle plus, on en a beaucoup parlé avec Cyril Hanouna. Je lui disais à un moment, c'est trop caricatural ce que t'offres là. C'est-à-dire que venir sur un plateau, m'embrouiller avec un mec, ça peut faire plaisir à une partie du public, peut-être même vous. Mais la vérité, c'est qu'après, moi, j'ai des gros problèmes. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier que quand on monte au créneau comme ça, derrière, on vous propose pas de jouer dans Taxi 5. C'est-à-dire que vraiment, c'est un autre univers c'est vraiment un univers. Pourquoi vous parlez particulièrement de Taxi 5? Parce qu'il s'avère que je connais les gens qui l'ont fait. Oui. Mais non, ce que je veux dire, c'est que
Bon, je pense que c'était juste un film comme ça, quoi, c'est tout. Hein. Après, par contre, faut quand même reconnaître à Bellatar, pour pas être dans l'anti-Bellatar un peu primaire et bas du front, Bellatar a quand même essayé, malgré tout, de monter au front sur les questions de racisme, d'islamophobie, avec plus ou moins de réussite. Hein. Je suis pas en train de vous dire que ses interventions, c'était ma tasse de thé, mais il faut reconnaître à Bellatar le fait qu'il a essayé de confronter Zemmour, il a essayé de porter la voix de l'islamophobie, contre l'islamophobie. Il trouve des circonstances atténuantes à Macron, mais n'hésite pas à accabler les filles Mélenchon de propos déformés. Il a une ligne très sioniste de gauche, type les juifs et les musulmans doivent partager des marshmallows. Libéral. Non, mais les gens, il est sincèrement libéral. Voilà. Alison parlait tout à l'heure justement de cette proximité avec le pouvoir. On a vu votre proximité avec Emmanuel Macron, notamment le déplacement. Là, on va sur de l'intéressant, là. Qui s'est passé au Maroc. Et il y a des gens qui vous voient justement comme un anti-système. Est-ce que pour vous, c'est une opportunité historique ou une mauvaise idée d'aller là-bas, une sorte d'erreur politique? Ce qui m'intéresse, c'est en quoi ça serait une erreur politique? Pour les gens qui peuvent se dire, pour quelqu'un qui est perçu comme un anti-système et puis finalement accompagne quand même le président de la République, ça veut bien dire qu'il s'incarne dans une vision du système. Alors je vais vous dire, je le dis assez rarement, mais je me permets de vous le dire. En fait, moi je suis pas anti-système. Oui. Mais oui. Mais, en fait, il a jamais eu l'occasion de le dire, mais parce que c'est la première fois que j'entends que Yacine Bellatar est anti-système. J'adore le système, c'est juste que je veux en faire partie. Non, mais on ne peut que lui admettre les gens. Il faut admettre qu'il est sincère de ouf. Voilà, c'est Bellatar a défini Bellatar de la meilleure manière qui soit. Oui, il est honnête de ouf. Il a raison, c'est ça. Et en fait, il y a plein de rebeux et de Renois en France. Même la majorité, je vais vous le dire, la majorité des rebeux et des Renois, c'est ça. C'est putain, ça me fait chier, je veux en être. Et en même temps, il faut le défendre aussi. Il faut défendre ces gens-là dans le sens où le racisme ne devrait pas les empêcher de profiter autant que les autres du système libéral, tu vois. Après, nous, on a toujours l'idéal de révolution, de meilleur. Mais dire, partons de ce principe-là, pourquoi eux ne pourraient pas aussi monter des auto-entreprises, tu vois, et devraient galérer en tant que noirs et arabes? Tu sais, c'est aussi le débat sur le mariage pour tous et tout. Je veux dire, moi, je n'aime pas le mariage, mais quelles sont les raisons pour lesquelles les homosexuels ne pourraient pas se marier? Tu vois, t'as ce truc-là. Et là, t'en as pas mal qui sont en mode, écoutez, moi, j'adore le système, je veux juste en faire partie. Hein. C'est ce que nous, on appelle l'antiracisme libéral. L'antiracisme, l'idée, c'est que je n'ai rien contre le système capitaliste, je veux juste en faire partie. Vous m'éjectez du système alors que je veux en faire partie. Et c'est ce qu'il dit exactement. Après, le problème qu'on a pour eux, c'est que votre rêve n'arrivera jamais. Notre rêve à nous de destruction du capitalisme arrivera bien avant l'intégration des non-blancs dans la machine de production capitaliste et dans les hautes sphères. La machine de production capitaliste est intrinsèquement raciale et a intrinsèquement besoin de produire des sous-humains, des sous-hommes qu'il faudra surexploiter. Mais après, force à vous, quoi, les gars. Force à vous. Vous avez... dans le monde des idées, dans le monde de l'abstraction, vous avez raison, il n'y a aucune raison pour lesquelles vous devriez être exclu de la réussite, de tout ça. Mais il faut avoir une autre analyse matérialiste de cette question. Enfin, qu'on en fasse partie. Il est de la team, je veux les mêmes droits d'exploiter les autres comme la bourgeoisie blanche. Ce qui est le cas d'énormément de rebeux et de Renois, en fait. Il faut arrêter, et voilà, il faut pas fantasmer, mais même, je dis les rebeux et les Renois, mais même les ouvriers, en vrai. Je trouve qu'il y a un fantasme de pas mal de gauchistes à imaginer que les ouvriers ou les classes populaires sont fondamentalement révolutionnaires. Or non, les classes ouvrières sont de base, s'il n'y a pas de formation politique, s'il n'y a pas de travail militant, s'il n'y a pas d'actions qui sont faites, sont fondamentalement dans l'idée que moi aussi je veux devenir riche, moi aussi je veux gagner de l'argent, moi aussi je veux avoir ma petite maison, j'aimerais être bourgeois, j'aimerais être patron. Et c'est normal. Faut être d'un autre monde pour avoir un autre espoir vu la société dans laquelle tu grandis, quoi. Voilà. Moi, tous mes cousins et mes cousines, c'est comme ça. Je veux dire. Et de toute façon, nous, on nous a appris depuis petit, un patron, c'est quelqu'un qui a réussi. Voilà. Et nos parents voulaient qu'on réussisse. Hein. D'où tous les ouvriers qui votent contre leurs intérêts. Bah oui. Mais moi, je trouve que le système... C'est une raison pour laquelle les gens ne sont pas plus révolutionnaires. Ils pensent pouvoir aussi dominer, réussir. Oui. Mais ça me fait penser, je sais pas si vous avez vu le film Germinal. Mais dans le film Germinal, t'as, comment il s'appelle? T'as Voline. C'est Voline, non? L'anarchiste dans le film Germinal. Et qui s'en prend aux ouvriers. Donc Voline, je crois que c'est Voline. Hein, mais c'est l'anarchiste dans le film Germinal. J'ai pas encore lu le livre, excusez-moi. Mais j'ai vu le film. Et qui s'en prend aux ouvriers et qui les traite comme des moins que rien, comme des merdes. Parce que ces ouvriers rêvent aussi de devenir des bourgeois. Et donc, t'as une séquence... Souvarine, merci. Ben oui, Souvarine. Ben oui. Merci DSK, merci DCK. Merci beaucoup, Souvarine. Voline.
Souvarine. Et donc, il s'en prend eux en mode vous êtes des pourritures. Ce que vous rêvez, c'est juste d'avoir la place des patrons, en fait. J'adorais cette scène. Je sais pas si quelqu'un là, je crois qu'elle était sur YouTube et tout, mais merci DSK. Mais elle est, voilà, c'est assez significatif. Dans ces cas, vous dites que vous êtes anti-système, J'ai pas mais dit en que même j'étais temps, anti-système. vous dites que vous n'êtes pas, autant pour moi, anti-système, vous venez de dire que vous n'êtes pas anti-système, que vous adorez le système, c'est juste que vous souhaitiez qu'il soit Alors, je n'adore pas le système. Vraiment, je veux On bien. vous laisse expliquer avec vos mots. Non, voilà. c'est surtout les mots, je redis, ont un poids. Je n'adore pas le système. Oui. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le système. J'aime Adorer, le c'est un autre jargon. Oui. Le système français est exceptionnel. C'est un système d'exception. D'accord. Moi, j'ai un peu voyagé, et notamment du côté du Far West des États-Unis. Moi, je suis hyper heureux de faire partie d'un pays où quand je... Bon, encore une fois, ça, c'est vraiment les libéraux droitardés qui, d'un coup, adorent le système français, aiment le système français, et j'imagine pour les opportunités qu'il offre, pour l'égalité, je sais pas, l'accès à l'école, l'accès aux soins qu'on n'a pas, notamment aux États-Unis. Et la question qu'on voudrait poser à ceux qui soutiennent Macron tout en ayant ce discours, mais grâce à qui la France a un tel système, en fait? Grâce à qui? Grâce à qui on a des congés payés? Grâce à qui on a des soins gratuits? Grâce à qui, Yacine? Pas à des gens comme Macron, au contraire. Au contraire. vais à l'hôpital, ça me coûte zéro. Voilà, exactement. Voilà. Et il soutient Macron en même temps. Je comprends pas. Et il aime pas Mélenchon. On va aller voir, il aime pas Mélenchon et la France insoumise. Je ne comprends pas, c'est quoi leur contradiction? Je suis hyper heureux de me dire que normalement, j'ai accès à des études. J'ai compris. Voilà. On sait les avantages qu'on vit avec la carte vitale et tout ça. Ouais. On sait aussi le confort qu'on vit en tant que Français. On sait aussi tout ça. Et c'est pour ça que je vous dis, lorsque vous parliez je reprends vos mots dans ces cas-là, parce que c'est important et vous avez raison, Ouais. que Bolloré, vous ne comprenez pas ceux qui travaillent avec lui. Après, c'est sans avis. Je reprends juste vos mots et pour moi, et ça me semble comme une contradiction, le fait de je ne suis pas d'accord après ce que ces gens-là ont fait, Bolloré en tout cas a fait en Afrique, et je ne comprends pas comment on peut continuer à travailler dans sa chaîne, parce que vous parliez de Canal+. Là, aujourd'hui, vous dites, j'aime beaucoup le système français, j'aime le confort qu'il me procure, mais on sait pertinemment aussi que c'est grâce au franc CFA, on sait pertinemment... Ah oui, la remarque est très intéressante. Oui, effectivement, oui. Oui, j'avais pas pensé à ça, mais oui, le confort est dû à quoi? Oui. Pertinemment aussi que c'est grâce à des accords... Oui, c'est le point de vue panafricain en mode, oui, bon, vous avez un bon mode une vie confortable grâce à qui? diplomatiques et économiques qui sont désavantageux pour le continent africain et que c'est la raison pour laquelle on peut, nous, diaspora, enfants d'immigrés, vivre dans ce certain confort. Donc c'est là où je comprends plus. C'est là où pour moi je me dis... Non, moi, je suis pas responsable de vos mécanismes intellectuels. Je mets pas au même niveau, moi. Alors, c'est pas une question de responsabilité. C'est pas une question de... Non, mais je reprends juste vos mots. Là, vous m'avez dit de reprendre vos mots. Non, On va laisser répondre. Vous prenez mes mots et après, vous associez deux idées qui sont les vôtres. Moi, je mets pas sur la même ligne de départ Vincent Bolloré et la France. Bon, après Vincent Bolloré et la France, il y aurait, l'État français et la bourgeoisie n'ont effectivement pas totalement les mêmes intérêts. Il y a des intérêts différents pour la bourgeoisie française et l'État. Hein. Il y a quelques intérêts différents, mais il semblerait qu'il y a de nombreux intérêts communs. Notamment, l'un des intérêts différents, c'est que l'État, le gouvernement, doit s'appuyer sur le soutien des classes populaires, sur le soutien populaire pour continuer, pour gagner en puissance, pour être élu, etc. Et donc, ça les oblige parfois à avoir des mesures dans le sens de la population, ce qui est moins le cas de la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est je m'en bats les couilles, quand t'es un patron et tout, je m'en bats les couilles de l'intérêt populaire, tu vois. Il y a des mini-contradictions entre l'État et les bourgeoisies, mais vraiment des infimes contradictions. Je vous invite à aller lire notamment Poulantzas, mais en général, le gouvernement va plutôt dans le sens de la bourgeoisie parce que ça protège aussi ses intérêts. Et notamment sur la France-Afrique, l'État français offre plein de perspectives et plein d'intérêts et plein d'avantages aux entreprises françaises parce que aussi le gouvernement français a intérêt à ce que sa bourgeoisie nationale soit compétitive dans l'ordre international et notamment soit compétitive sur le terrain africain parce que ça permet d'avoir des deniers, ça permet d'avoir des ressources, ça permet d'avoir un surplus qui permettra de lâcher quelques bribes aux classes populaires et d'acheter la paix. Donc oui, c'est effectivement Bolloré n'est pas Macron, mais voilà, ça couche un petit peu ensemble, quoi. Lui, il dit, il fait comme si c'était totalement opposé. Non. Ça, c'est très important de le dire. Vincent Bolloré, c'est un industriel français. La France, c'est un pays avec son histoire. Il le prend pour une conne ou quoi? Madame, Vincent Bolloré, c'est un monsieur qui dirige une entreprise. La France, c'est un pays. Vous comprenez la différence, madame? Ah, putain. Avec sa mémoire, avec ses déboires, avec ses manquements qui font qu'on est... Oui, voilà, on est dans l'abstraction. La France avec son histoire. Là, on parlait du gouvernement français actuel. Vraiment,
je veux dire, cette porte de secours là. Non, mais la France, c'est un grand pays avec une grande histoire. Ok, allez, arrêtons là cette abstraction. Parlons du gouvernement français actuel. C'est lui qui représente la France en tant que tel aujourd'hui. Dire ceux qui agissent au nom de la France, c'est le gouvernement français. Voilà. Donc parlons de ça. Et il y a des accointances entre le gouvernement français et Bolloré en Afrique. 3 personnes autour de cette Oui, elle a parlé du franc CFA en plus. table qui, à la base, ne devait pas être là. C'est ça l'histoire. C'est-à-dire que la France a amorcé, je ne sais pas de quelle origine vous êtes, mais monsieur m'a dit qu'il était congolais. C'est parce que la France a eu un rapport colonial ou de protectorat pour le Maroc que moi, je me suis retrouvé ici. Sinon, ça se trouve, je serais au Maroc et je serais taxible à Jemaa el-Fna. Maintenant, que ce pays ne comprenne pas que je suis partie prenante, que je suis français, que je le revendique, que j'ai pas accès à plein de choses de par ma couleur de peau, de par ma religion, ça, on peut en parler, évidemment. Mais quel est le rapport avec sa question là? Je comprends pas là. Vraiment, il parle comme un politicien. Il est fort. Hein, il t'a noyé le truc en mode. Ouais, on peut parler du racisme. Il y a pas de souci. On peut parler. Mais c'était pas ça la question. Mais c'est pas Macron le responsable. C'est une tradition post-coloniale qui fait qu'il y a 10 présidents de la République. Ah, dont Macron. Ok. Mais c'est pas Macron. C'est les autres présidents avant qui étaient colonialistes. Macron non. Ok. Donc Macron est dans la ligne et dans la perpétuité des autres présidents à être colonialiste. Non mais genre c'est pas Macron le coupable. C'est les autres avant. Voilà. Lui il est juste arrivé là. Voilà. Il a été obligé de refaire pareil. Mais c'est pas lui le responsable. Oui bon. Ok. Ouais, il a pas marqué une rupture. De la Ve République qui n'ont jamais estimé l'idée que l'Afrique se réveillerait. Jamais. Donc aujourd'hui, que ce soit Macron... Se réveillerait. Le choix des mots est très intéressant. Hein. Les présidents français n'ont jamais pris en compte le fait que l'Afrique se réveillerait. Ça, c'est pas du tout, ils les ont exploités. Ils ont exploité l'Afrique, ils ont pillé l'Afrique, ils ont tué l'Afrique, ils ont détruit l'Afrique. Voilà. Non, c'est juste, elles dormaient, ils étaient là parce que l'Afrique dormait, donc ils sont venus. Bah, attends, voilà, on dérange personne, mais ils étaient en train de dormir, les Africains. Et là, bah, oui, mais j'avais pas entendu le réveil. Là, effectivement, ils se réveillent. Effectivement. Le monde, il tourne hein, depuis, hein. Oh, les gars, bah oui, on a pris les trucs. C'est pas l'heure de la sieste, hein. Non, moi, Macron, c'est pas mon père. Et a priori, dans un an, si je vais déjeuner avec lui, il sera juste un civil comme vous et moi. Vous êtes pas président. Mon collègue. Vous avez pas Non, mais juste pour finir. Oui. Concernant Vincent Bolloré, c'est comment je prends les richesses de l'Afrique, comment je prends des points stratégiques comme les ports. La France, lui, il n'y a pas de lien avec l'État français, pas du tout. Pas du tout. Genre, il fait pas le rapport. Et je prive un pays de son développement. On se demande donc pourquoi on a des bases là-bas. Pourquoi on est dans des interventions militaires là-bas. Non, mais non, vous êtes malade. Développement économique pour m'enrichir personnellement. Ça me dérange plus. C'est-à-dire que Vincent Bolloré, il a bloqué des économies. Et aujourd'hui, tous les pays africains qui ont eu le système Bolloré se retrouvent dans une panade économique liée à un homme, pas liée à un pays. Puisqu'il y a d'autres sociétés qui ont profité de la notion de l'Afrique. Total, on peut... Mais en tout cas, Vincent Bolloré, c'est plus perverse que ça. C'est-à-dire que si vous me dites... Vincent Bolloré, c'est pire que le reste, voilà. Vraiment, il y a quelqu'un qui a parlé de Bolloré bashing. Je pense que c'est un bon terme, en fait. Pour sauver le côté inégalitaire structuré qui est inhérent au système capitaliste, on va centrer sur Bolloré. Bah alors là, Bolloré, les gars, c'est encore pire. Non, Bolloré, c'est vraiment Bolloré, quoi. Je préfère que vous me le disiez. Si votre ambition... Les ports, ils étaient acquis avant Bolloré, Bozo. Finir chez Vincent Bolloré, je pense que c'est 2 coups de fil. Là, vous appelez, vous êtes une prise de guerre. C'est pas ça, oui. Moi je rebondis. Je sais pas pourquoi vous parlez de moi personnellement, mes ambitions, parce que que ce soit Bolloré ou autre, non. Aujourd'hui, on est sur les funérailles des tabous, et moi, c'est juste que j'essaye de comprendre ce que... Il prend trop les gens de haut, je le connais pas, je le déteste. C'est vrai que là, il est ultra méprisant, alors que la question de madame, je sais pas comment elle s'appelle, désolé, je ne connais pas les intervenants de funérailles des tabous, était totalement pertinente. C'est quoi ta cohérence de critiquer Bolloré pour ce qu'il ferait en France-Afrique, mais de pas critiquer la France? Voilà. Enfin, de critiquer ce que fait Bolloré en Afrique, mais de pas critiquer la France-Afrique. Vous dites, je suis pas en train de projeter, mais parce que vous me parliez de mes mécanismes intellectuels, je suis pas en train de projeter ce que je pense personnellement sur ce que vous dites. C'est juste que moi, j'arrive pas à comprendre cette ambivalence. Pour essayer d'expliquer. J'ai compris, juste fini. J'ai compris que vous dissociez l'aspect privé et l'aspect public, puisque vous me disiez que Bolloré, c'est une industrie privée, et que là, Emmanuel... Et Macron, Macron, c'est juste un pote, Macron. Vous croyez quoi, qu'il est président de la République? Ah, faut se calmer là, les gars. Dans un an, c'est terminé, il est plus président de la République. Donc, ne me cassez pas la tête pour les 9 ans qu'il a fait et l'année qui arrive. Moi, je suis déjà dans l'année d'après, quand il sera plus président. Et d'ailleurs, c'est comme s'il allait disparaître de la vie politique française. Macron, il n'a pas du tout l'objectif de revenir en 2032. Bien sûr que non, bien sûr. Donc, Macron n'est pas responsable de tout le système français. Et la question de Lucchini, justement, c'est de savoir comment... Par rapport au système, c'est pas par rapport au président de la République. Je crois... Je peux vous poser la question, est-ce que vous avez des enfants? Non. Pourquoi? Non, répondez, c'est quelque chose qui m'importe. Non? Oui. Je pense que, vous savez, il faut comprendre... C'est trop chelou la manière de faire. Le système dans lequel on fait évoluer ses enfants. Si on n'est pas d'accord pour les faire grandir, il y a plein d'autres systèmes. Attends, quoi? Attends, il a dit... Attends, est-ce que c'est une manière de dire si vous n'êtes pas content, cassez-vous?
comprendre le système dans lequel on fait évoluer ces enfants. Si on n'est pas d'accord pour les faire grandir, il y a plein d'autres systèmes. Ce que je vous dis depuis tout à l'heure pour que les choses soient claires. Attends, on est d'accord que c'était ça un peu le sous-entendu. D'ailleurs, pourquoi il a pris les enfants comme exemple? Attends, mais c'est quoi ce truc de fou là? Je suis déjà bien content là de ce que vous avez là. Faut pas me coller moi des mécanismes qui ne sont pas les miens. Moi, je suis plutôt clair dans ce que je dis. Je combats Bolloré ici et là-bas parce que ici il me fait très mal. C'est-à-dire que tous les matins, je me D'accord. Les enfants en 2 secondes. En fait, c'est juste pour dire si vous n'êtes pas content, partez. réveille et une chaîne et un groupe qui s'appelle Vivendi qui a pour ambition de nuire aux gens qui me ressemblent. C'est sûr. Ça, c'est factuel. C'est sûr. Et là-bas, ce qui est moins le cas parce qu'il est en train de vendre ses activités, faut pas oublier que Canal+ ici, donc c'est News, fonctionne grâce à Canal+ Afrique. C'est quand même, faut le réaliser. C'est-à-dire que le gars finance Pascal Pro avec l'argent de l'Afrique. Mais là, en fait, le truc rhétorique qu'il a réussi à faire, c'est d'être offensif vers eux en mode, vous vous rendez compte de ce que fait Bolloré et ce que fait Canal+ en Afrique? Je pense qu'ils sont d'accord avec toi. C'est comme si les deux autres en face minoraient la gravité de Bolloré et de Canal+ ou de... Mais oui, c'est quoi ce truc? Oui, frère, on te dit juste, et la France? Vous savez ce que ça a fait? Ok, voilà, mais Bolloré, c'est très grave, hein. Je vais vous apprendre ce que fait Bolloré. Ok, non, on est d'accord. Ça veut dire quoi, les recettes de Canal+ Afrique, c'est ça qui permet le financement de Canal+ en France? Ouais. D'accord. Ça, c'est l'une des données, j'allais dire, les plus vicieuses de cet écosystème. C'est-à-dire que si Canal+ Afrique savait ce qu'il finançait en termes d'abonnement, je suis pas sûr que tous les Africains se diraient bah tiens, je vais le financer. Quand je dis ça, je pense que ça changerait pas grand-chose, comme vous dites, parce que peut-être ils ont accès au foot, à d'autres choses. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, moi je suis très fier de mon parcours. Je suis très fier de mon parcours, et notamment mon parcours, parce que vous me ramenez à Macron, j'ai pas de problème là-dessus. Ça vous a pas dérangé que j'ai travaillé avec François Hollande? Vous l'avez pas cité, mais Nous, ça nous dérange aussi. Hein. Attends, mais c'est juste que, alors, c'est un petit détail, mais oui, ça nous dérange aussi, quoi. Non, mais parce que c'est juste que là, alors actuellement, c'est peut-être un détail. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça signifie beaucoup. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est Macron le président. Mais ça aurait été Hollande avec les mêmes actions. On t'aurait dit bon, comment ça se passe ton amitié avec le président français? Mais oui, c'est un problème aussi. Hein, c'est pas mieux. Hein. vous savez, je suis entré à l'Élysée moi avant Emmanuel Macron. Ah non, c'est pas que ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de voir. Il essaie à chaque fois de retourner le truc en mode ça vous dérange pas ça, hein? Bolloré, ça vous dérange pas? De cette émission s'en souvient bien. Je vais vous dire comment je suis rentré en politique et comment les médias n'en parlent pas et que vous allez comprendre pourquoi je finis dans ces instances-là. En fait, quand j'étais à Génération, j'avais 20 ans. Il était à Génération. Ok. Putain, je savais pas ça. Ok, mais ça existait à l'époque. Les émeutes. Et avec le producteur de votre émission, il était présent. J'ai appelé au vote dans les cités. Oui. D'accord? Et en fait, je me suis retrouvé avec un vrai succès populaire. Le producteur, je rappelle Philippe Fabignon, comme ça. Voilà. Et à ce moment-là, il y a une dame qui faisait de la politique qui s'appelle Ségolène Royal. Oui, c'est le truc de Hamon, Robespierre. Oui. Ouais. Moi, à l'époque, je ne comprends pas cette notion politique parce qu'en fait, pour moi, comme tout arabe ou noir de ce pays, je me dis oulala, c'est des blancs, j'aurais pas le droit de parler, tout. Pas du tout, c'est pas ce qui s'est passé. C'est que tous les candidats étaient venus à Génération et m'avaient dit est-ce que tu veux faire de la politique? Oh bah tiens, c'est étonnant. Tiens. Ah, mais qui est étonné? Ah, Génération qui voit un petit arabe là, qui a un peu de succès et qui lui font les yeux doux. Ah, c'est trop chelou. Bon, on m'a dit que c'était un pays raciste. Oh, trop chelou qu'à Génération, ils ont vu un petit arabe avec du succès qui est là avec eux. Ils se disent non, mais tu veux pas parler toi? Tiens, viens, on va te faire une grande carrière toi. Allez, viens. Allez. Non, mais... C'est pour ça que je finis d'ailleurs sur la scène du Stade Charletti avec Ségolène Royal. Il n'y a rien d'étonnant en fait. Rien d'étonnant là-dedans. On n'est pas étonné du tout. Ensuite, Ségolène Royal est mariée à un homme qui s'appelle François Hollande. Ouais. Et en fait, François Hollande, en 2007, c'est pas le François Hollande de 2012. Ouais. Mais j'ai une relation avec lui. C'est-à-dire qu'il me fait rire, je le fais rire. Génération, ça n'existait pas en 2007. Oui, c'est bizarre, mais j'imagine que c'est les jeunes socialistes ou des trucs comme ça. Ça doit être une officine du Parti socialiste ou un truc comme ça, quoi. Ah, il parle de Génération. Ah, d'accord, la radio. Putain. Je connaissais pas. C'est quoi Génération 88.2? Mais bon, j'imagine c'est une officine, un truc qui est proche de... Je connaissais même pas Génération 88. Je connais pas. Attendez, on va voir. C'est quoi Génération 88. On va voir ensemble, on va se cultiver. Génération 88. C'est la génération... Attends, c'est un radio rap. Génération... Ah, mais il y a encore le truc. Putain, mais je ne connais absolument pas. Concurrent de Skyrock. Ben moi, j'écoutais que Skyrock. Skyrock et Énergie, quoi. Ok. Je rip up. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'on comprenait pas le truc de Génération. Ok. C'est là-dedans qu'il a fait l'appel à... Ok. Donc oui, ils ont vu un petit rebeu là qui fait un appel
appellent à voter, ils se disent, bon, il y a peut-être quelque chose à faire, quoi. Ensuite, en 2012, je fais sa campagne parce que j'ai vraiment l'envie de m'engager en disant C'est qu'en Ile-de-France. Ah, ok, c'est pour ça, parce que moi, c'est qu'en Ile-de-France, Génération. Tout s'explique, bordel. C'est la première fois de ma vie, j'entends parler de Génération comme chaîne de radio. Mais je viens de Saint-Étienne, moi, les gars. Je viens de Saint-Étienne, on connaît pas votre truc, là. Moi, je viens de Saint-Cham. 42 400 représente. C'est connu dans le rap. Alors, bah, écoute, moi, je sais que toute ma vie, je ne connaissais pas Génération. moi, en fait, je déteste subir. Donc, de fait, si quelqu'un a l'intention de faire quelque chose de néfaste aux Arabes et aux Noirs, je vais me lever. Donc, à l'époque, c'est Sarkozy. On sort de 5 ans de sarkozysme, très dur d'ailleurs. Où moi, T'es pas un mec d'internet alors, pas du tout, pas du tout, pas du tout. j'ai payé de quelques gardes à vue. Et en fait, François Hollande devient président de la République. Il s'avère que 3 ans après, il y a des attentats et que je suis à Beurre FM. Donc, en fait, je me retrouve. Ça, Beurre FM, je connais. Ça, ok, ça, oui. Ça, j'ai la data de... trouve à m'embrouiller avec François Hollande sur la question de la déchéance de nationalité. Ah oui, j'avais oublié ça, que c'était François Hollande. Ah oui. D'ailleurs, je vais dire, au-delà du truc raciste, rappelle la déchéance de nationalité, notamment pour les personnes qui ont fait un acte terroriste. Est-ce que c'est pas le projet de loi le plus stupide du monde? J'ai une idée. Ceux qui font des attentats terroristes contre la France, et si on les destituait de leur nationalité? Super. Je pense que ça va... Il faudrait compter le nombre d'attentats qu'on a évités grâce à ça. Le nombre de terroristes qui se sont dit oula, une fois que j'aurai fait l'attentat, je vais plus être français, on va faire gaffe les gars. On va faire gaffe. Mais sauf qu'en 2012, moi je rencontre un type qui s'appelle Emmanuel Macron. Je sais pas que le gars va devenir président de la République. Mais c'est très bien, ok. Il a quand même évité de répondre à la question de oui et la France-Afrique avec l'État français et l'implication de Macron avec tout son récit de je suis devenu pote avec Macron comme ça. Ce que je veux vous dire là, puisque c'est le nom de votre émission, faut pas que vous pensiez que nos parcours nous restreignent, pas du tout. C'est-à-dire que moi, je vous le dis, faut arrêter d'être complexé. Quand on voit des Arabes et des Noirs à côté d'un président de la République, à côté d'un ministre, il n'est pas dit que le président ou le ministre soit plus important que nous. Nous, on va passer. Lui, il est là 5 ans. Mais la vraie question, c'est est-ce que mes enfants pourront me regarder en disant notre père, il s'est engagé. Et quel rapport? Mais c'est quoi mais les douilles qu'il a dû mettre, lui, en plat platant, c'est quoi ce tchatcheur? Est-ce que c'est pas le plus gros tchatcheur de tous les temps? Heureusement que moi, je peux mettre pause en disant oui, et donc, ce qui est important, c'est que nos enfants nous regardent en disant il s'est engagé. Ok, frère, ce n'était pas la question. C'est une folie, ça. C'est ah là là, les douilles qu'il a dû mettre par la parole. C'est assez marrant parce que, comme vous disiez tout à l'heure, avant de côtoyer le politique et donner mon avis dans des instances, parce que tant que je le donnais en tant qu'humoriste, les gens se disaient mais mon père s'est engagé pour Hollande et Macron, j'aurais honte de fou. Non, ces enfants sont en mode. Mais après, les gens, c'est. Moi, je peux comprendre que pour certains, dans des familles rebeux ou renois, c'est en mode ah, la classe, il connaît Macron. Oh là là, il a fréquenté Macron, Hollande, il a fréquenté tout, le Gotha et tout. Aïe, 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 aïe. Tout en disant que c'était des enfoirés, quoi. Il n'est pas dangereux. Le jour où ils ont commencé à se dire ce gars-là, il a accès à des gens, il peut leur faire changer d'avis ou il peut même les nourrir. Soyons modestes, pas changer d'avis parce que sinon ça va donner lieu encore à 14 articles. Mais juste le fait de rentrer là-dedans, jamais un arabe ou un noir ne m'a reproché ça. Alors non, quoi? C'est pas vrai. Mais déjà sur le plateau, il y a 2 Renois qui ont pas l'air emballés par l'idée de fréquenter Macron. Mais c'est pas vrai. Jamais. Vous êtes les premiers. Non. Je vous parle. La plupart des gens qui m'ont reproché d'être dans ces instances-là, c'est les blancs qui ont commencé. Ah mais arrête. Oui, Sam, tu lui reproches? Bah oui, il faut arrêter d'être dans le... Mais en plus, les gens, ça ne sert plus à rien de lui reprocher. En fait, c'est son idéologie à lui. C'est son idéologie libérale. Je ne peux pas reprocher à Béla Tarr de fréquenter Macron quand je sais que ça correspond à ses idées. Et qu'en fait, Béla Tarr, il aimerait juste que Macron soit moins raciste. Mais Béla Tarr ne veut pas comprendre que, surtout avec la crise économique, la crise du capitalisme aujourd'hui, ça ne peut que dériver vers des politiques racistes. Mais oui, mais après, il ferait mieux. Si Béla Tarr veut vraiment lutter de manière sincère contre l'islamophobie, faut qu'il rompe avec Macron, faut qu'il arrête, lui, je pense qu'il est en mode, je peux le sauver, je peux le changer, non? Commencé à me dire, mais d'où ce rebeu qui sort de Génération, il rentre à l'Élysée. Alors, Génération, attention, on parle bien de la radio. Et il donne son point de vue. Parce qu'en fait, il nous préfère, comme vous disiez, là c'est moi qui le dis, nous voir sur Canal+, en train de faire du smurf, des freestyles et faire des blagues. Quand moi je vois, on en parlait juste avant l'émission, des darons rebeux renois que je connais, qui ont dorénavant 55 ans, qui ont encore un jean, un béret avec Kangol, ils s'habillent comme quand ils avaient 30 ans. Moi, mon père, je l'ai toujours vu en costard. Ok. Non, mais là, j'imagine que lui, il veut dire, il a réussi, quoi, il s'appelait à certains. Je pense que c'est ça ce qu'il a voulu dire. Parle bien de Ali Diawara, par contre. Non, mais j'imagine que
c'est ça son truc. Nous, on a réussi, mais je sais pas. Les gens, je vous avais pas dit, il fait ça à chaque fois. La réponse tunnel est en mode, mais quoi? Comment on en est arrivé là, en fait? Comment on en est arrivé à parler de tes parents qui portaient toujours des costards? Parce qu'en plus, il n'y a même pas de relance, il y a même pas... Non, c'est lui qui enchaîne. Et en fait, t'as pas d'occasion de reprendre le truc. C'est une folie. Alors qu'il était ouvrier, mais je crois qu'on a tous eu les mêmes papas, c'est que mon père mettait une distance vestimentaire avec le fait qu'il me disait « Moi, je suis un adulte ». Et cette forme, j'allais dire, d'immaturité qu'on porte dans la communauté afro-européenne, qui est celle de dire « Mais en fait, on va rester dans notre coin et jamais on va les percuter de plein fouet en disant « Jamais tu parles comme ça de moi ». C'est pour ça qu'il continue. Donc c'est pour ça que je vous dis, ma fierté, moi, c'est que votre émission, elle bascule sur le service public. Mais lui, alors les gens, pour lui rendre un peu justice, enfin, pour restituer sa parole, j'imagine que lui, sa texte, c'est de dire « Je ne dois pas rompre avec Macron, je ne dois pas rompre avec ce groupe-là, avec ces gens-là, parce que au moins, ça donne l'occasion qu'un rebeu porte la parole des rebeux ou des renois. » Voilà, je pense que c'est ça son truc, de dire au moins, il y a quelqu'un qui dit à Macron, quand il déconne, quand il fait n'importe quoi, ça lui permet au moins d'entendre la voix d'un rebeu ou d'un renois, d'un musulman, pour lui dire là, t'abuses. J'imagine que c'est ça sa take. Et la simple réponse, c'est dire, bah, ça change rien, frère. Voilà. Peut-être que tu lui as pas dit assez, pas assez fort, pas les bons mots, mais apparemment, t'as échoué, quoi. Il y a toujours des politiques racistes, il y a toujours une politique islamophobe. Vraiment, je suis prêt même à faire en sorte de me dire cette émission, en quoi elle serait moins bonne. Je pense que pour lui, c'est un symbole de réussite. Ah, mais c'est les deux, Robespierre. C'est aussi un symbole de réussite que lui, il soit là à pouvoir dire ces 4 vérités à Macron. C'est-à-dire, parfois, il envoie des SMS en mode « Oh là, t'as déconné, frère. T'as déconné. » Et Macron lui fait « Ouais, désolé, mais tu comprends. » Et voilà. Les gens, je vais tout de suite à Mélenchon parce que là, en fait, j'avais pas vu l'heure et ça tourne. Donc, et la partie Mélenchon, elle dure longtemps. Bon, allez, critique de la gauche. Où tout le monde a dit que j'étais responsable de la non-venue du président. Bon, déjà, c'est pas vrai. Est-ce que j'ai été consulté? La réponse est oui. Est-ce que j'ai donné mon avis? Donc, je vous le dis ici, parce que j'ai fait d'interviews là-dessus. J'ai pas du tout dit « Ah, si vous allez, monsieur le président, à la manif contre l'antisémitisme, les quartiers vont se lever et brûler la France. » Pas du tout. C'est que moi, je suis très ambitieux pour les nôtres. C'est pour ça que je ne suis pas avec la LFI. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. En fait, j'ai l'impression qu'il a un discours un peu à la Bassem, mais un peu plus édulcoré, il y a un peu moins d'insultes, mais c'est vraiment le truc, non, mais la LFI veut pas la réussite des rebeux et des renois. Alors que nous, on veut des rebeux et des renois qui réussissent, on veut des rebeux et des renois qui soient patrons, qui soient chefs d'entreprise, c'est ça qu'on veut, qui soient députés. Mais frère, t'en auras 10. Ok, moi je pense à tous ceux qui ne vont pas réussir. Voilà, ce truc de il y en a qui vont réussir, mais de toute façon ça existe toujours. C'est en gros, lui aux États-Unis, il serait afro-américain, il serait dans la black excellence. Voilà, il serait dans l'idée qu'il y a une élite noire, une bourgeoisie noire qui peut émerger et elle fera ruisseler aux noirs d'en bas. Voilà, mais ils resteront des noirs d'en bas en fait. Voilà. Et je vais vous dire, c'est absolument... Et puis, effectivement, comme tu le soulignes, Yelguer, c'est que le seul parti qui fait vraiment... le seul parti dans lequel il y a des élus qui sont noirs ou arabes, bah, c'est la France insoumise, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on leur reproche. Hein. Comment dire, incroyable ce qui se passe actuellement entre la LFI et les gens des quartiers. Regardez bien. C'est fou quand même. Là, ça va être sa cible. Sa cible, ça va être la France insoumise. T'es en France, t'as un rebeu en France. Tu vois la précarité, tu vois la crise, dont les premières victimes, ce sont les rebeux et les renois parce qu'ils font partie des classes populaires. Tu vois la montée du fascisme, tu vois la montée de l'extrême droite, tu vois la montée de toutes les lois islamophobes et tu te dis, ton ennemi premier, c'est la France insoumise. Je ne comprends pas. Là, faut m'expliquer. Il y a un garçon qui meurt qui s'appelle Quentin. Est-ce qu'on est d'accord politiquement avec le petit Quentin qui vient de mourir? Pas du tout. Ouais, bah oui, bah encore heureux. Le petit Quentin, hein? Oh, est-ce qu'on est le petit Quentin? Le petit Quentin qui disait qu'il regrettait Hitler. Je pense que c'est un garçon qui est à la droite de l'extrême droite. Est-ce qu'il mérite de mourir? Je dis non. Comme je pense que Adama Traoré ne méritait pas de mourir. C'est-à-dire que je pense... Bah, on n'est quand même pas sur le même plan. Hein. C'est pas les mêmes qui ont tué Adama Traoré et Quentin. Je veux dire, rappelons quand même, parce qu'il y a les gens qui disent « Ouais, vous n'avez pas fait le même bruit. » Non, mais je veux dire, à la rigueur, une vie veut une vie, il n'y a pas de souci. À la rigueur, il n'y a aucun souci. Mais là, vraiment, ce qu'on a pointé du doigt avec des Adama Traoré ou des Naël, c'est que c'est pas n'importe qui les ont tués. C'est que c'est l'institution, c'est la police. C'est la police et donc indirectement, c'est l'État. Et que ces personnes sont toujours bénéficient toujours du laxisme de l'État, qui sont toujours excusées, pardonnées, qui sont toujours blanchies. Alors que dans le cas de Quentin, bah
l'enquête est en train de se dérouler et je pense que les personnes qui ont été responsables de la mort de Quentin vont recevoir des peines sévères, alors que la police, elle, est toujours blanchie. Et ça représente l'État. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça, la différence profonde? Que là, on parle de l'institution. C'est une folie. On est en 2026, c'est que dorénavant, on peut contourner la mort. On peut s'éviter ça. On découvre quoi dans cette affaire du petit Quentin? Enfin, petit Quentin, c'est un côté affectif de Quentin. C'est qu'en fait, il a été tabassé par des blancs d'extrême gauche. Il n'y a pas d'arabes et noirs. S'il y avait des arabes et noirs là-dedans, je pense que tout le monde en parlerait, mais pas de la même manière. Parce que nous, en fait, on est violents, à ce qui paraît. Mais nous, on tue pas les gens à 15 heures. Parce qu'on a d'autres choses à foutre. Et deux, on n'est pas les tirailleurs de Jean-Luc Mélenchon. Mais attends, c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que tu racontes là? On parlerait, mais pas de la même manière. Parce que nous, là, il veut dire dans les antifascistes, il n'y avait pas de noirs et d'arabes. Tu n'en sais rien, Bon, à la jeune garde, sûrement. Non, je rigole. Mais tu n'en sais rien de savoir s'il y a des noirs et des arabes. Et vraiment aller dans le truc de les noirs et les arabes ne tuent pas à 15 heures, frère. Tu vas avoir des fachos qui vont te prendre un fait divers où c'est un rebeu, un renois, un réfugié qui a tué quelqu'un. Je veux dire, c'est quoi ce délire là? Qu'est-ce que tu essayes de faire là? Oui, tu as 22 heures, oui. Elle est trop bizarre cette phrase. On a d'autres choses à foutre. Et deux, on n'est pas les tirailleurs de Jean-Luc Mélenchon. Parce que c'est ça le programme de Jean-Luc Mélenchon. C'est prendre des arabes et des noirs, les mettre en avant dans un système de tension, alors que les arabes et les noirs, ce qu'ils aspirent en tout cas, pour ceux comme moi qui ont des enfants, c'est qu'ils aspirent à la normalisation et la banalisation. Mais qui fait que... Attends. On dirait que c'est Mélenchon qui fait en sorte que les noirs et les arabes ne vivent pas en paix en France. Non mais c'est une folie. C'est une dinguerie. Attends, mais c'est quoi ce renversement des choses? C'est ton ami Macron qui fait en sorte de faire émerger l'idée d'un ennemi intérieur qui s'est représenté par les noirs et les arabes. Non, c'est Mélenchon qui crée la discorde en France et qui fait en sorte que les noirs et les arabes ne peuvent pas vivre en paix. Non mais c'est dingue. Pour leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils se disent, même moi, mes parents ils ont connu l'humiliation. Même moi j'ai connu l'humiliation. Il prend des noirs et des arabes, zéro agentivité, des racisés, non mais bon. Au bout de la 3e génération, on veut que nos enfants ils postulent à des grandes écoles, être médecins, être mais qui empêche ça, bordel de merde? C'est Mélenchon qui empêche ça? C'est la France Insoumise qui empêche ça? C'est une folie ça de reprocher ça à la France Insoumise comme s'ils étaient au pouvoir là. C'est Mélenchon qui empêche aux racisés de réussir. Non mais ouf. Et après, au moins la France Insoumise permet à des noirs et des arabes d'être députés, hein, c'est au moins ça. Hein. Et croyez-moi, quand je vois les résultats, je suis très impressionné de voir que les chiens font des chats. C'est-à-dire que même, attendez, je suis fini, même la pire des racailles. Impossible de le couper. C'est horrible. A compris que l'éducation de son enfant scolairement, le suivi de l'école aujourd'hui, c'était déterminant. Il n'y a ni rap, il n'y a ni foot, il n'y a ni humour. C'est qu'en fait, prends ton enfant, amène-le à l'école, fais en sorte qu'il s'exprime bien, qu'il soit propre, qu'il respecte sa culture. Oh là là, mais le discours méritocratique. Mais je vous ai dit, les gens, c'est un macroniste pur et dur, c'est un libéral pur et dur. Ne lui parlez pas de conditions matérielles, ne lui parlez pas de déterminisme, ne lui parlez pas de tout ça. Non. Il veut rester dans son idée de... Mais non, mais il suffit qu'on travaille, on va y arriver en fait. On travaille, on va y arriver. C'est Mélenchon qui veut empêcher ça et provoquer la guerre civile. La culture de ses aïeux, qui respecte la loi. Et la plupart, moi, des gens qui m'entourent, je connais pas un daron ou une daronne qui a dit à son enfant, fous le bordel. Ah oui, mais ok, oui. Quand moi je vois Jean-Luc Mélenchon ces derniers temps, qui part totalement en vrille. Alors que Mélenchon l'a dit, lui. Lui, il a dit fous le bordel. Il a dit, et surtout aux Noirs et aux Arabes. Il a dit aux Noirs et aux Arabes, foutez le bordel, les gars. Allez, sauvagerie. Et pareil, ce qui est propre à Dieudonné, propre à Mélenchon, c'est-à-dire, il est tellement plus talentueux que ce qu'il fait aujourd'hui. Il aurait très bien pu être le renouveau de la gauche, inclusif avec les Arabes et les Noirs. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Moi, quand je vois des blancs de Jean-Luc Mélenchon venir me faire la morale à la télé, alors que sur les listes des municipales, ils ont viré tous les Arabes et les Noirs, parce que c'est ça la réalité. Alors, je suis désolé, mais j'imagine que sur certaines listes, peut-être, mais moi, la tendance lourde que je vois, c'est que c'est généralement des Noirs et des Arabes qui sont représentés, et notamment parce que en interne, mais c'est pas que grâce à la France Insoumise, hein. C'est pas que grâce à Mélenchon. C'est pas Mélenchon de lui-même qui a dit qu'il faut que ce soit les Noirs et que des Noirs et des Arabes soient mises sur les têtes de liste là où il y a davantage de Noirs et d'Arabes. C'est juste les militants en interne, notamment des militants noirs et arabes, des militants antiracistes qui se sont battus pour qu'il y ait une forme de représentativité et que donc dans des quartiers hautement racisés où il y a énormément de Noirs et d'Arabes, de personnes issues de l'immigration post-coloniale, ce soit des personnes semblables qui soient en tête de liste. Et c'est le cas. Bali Bagayoko, ça a été quoi? Saint-Ouen, ça a été aussi une femme arabe, il me semble. Ali Douara, il y a Amel Bentounsi. Il y a plein de candidats de la France Insoumise qui sont des Noirs et des Arabes. Arrête, oui, on a l'impression qu'il parle, il est en 2010.
Il est en 2010. Oui, à la rigueur, il y a David Guiraud. Et encore, David Guiraud, je pense qu'il a un énorme succès dans sa ville. C'est Dunkerque, non? C'est quoi? C'est Roubaix, pardon. C'est Roubaix. Je pense que les gens de Roubaix adorent David Guiraud. David Guiraud, c'est un blanc indigénisé pour moi. C'est vraiment le blanc de quartier, quoi. Voilà, les gars, faut arrêter. Faut arrêter ce délire-là. Vous avez, il y a Aziza aussi qui était candidate. Faut arrêter ce délire-là. En fait, bien sûr qu'il y a toujours des choses à améliorer. Il y a toujours, j'imagine, eu des tensions. Il y a eu des défaites par rapport à ça. Mais il y a eu une évolution qui est extrêmement positive. Et s'il y a bien un parti qui on peut pas reprocher ça, c'est celui de la France Insoumise. Allez, dis-moi, il y a eu combien de mecs arabes ministres sous Macron? Ou de mecs noirs, de mecs noirs ministres sous Macron, Bellatar? Il y a eu qui? Comme homme noir ou arabe ministre sous Macron? Ouais, pas Pendiaï, ouais. Et dans le truc, ils l'ont lancé au casse-pipe dans l'éducation nationale. Voilà. Sibeth Ndiaye, elle était porte-parole. Et c'est une femme. Parce que, alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais dans la classe politique, c'est beaucoup plus facile de présenter des femmes noires et arabes comme représentation. Ça paraît plus docile. Hein. Et encore, même quand tu mets les femmes, il n'y a pas énormément de représentativité chez Macron. Hein. L'extrême droite de mettre des arabes et des noirs sur leur liste, mais que l'extrême gauche vienne me dire ouais, nous, la banlieue, on comprend, et qu'en fait, ton seul modèle économique, c'est de créer une loi, une association, loi 1901, de foot en salle et manger du 4 quarts dans un gymnase, ce n'est plus possible. C'est pour ça que la question qui était la vôtre de dire pourquoi je suis rentré à l'Élysée à plusieurs reprises, parce que je sais que c'est à l'Élysée que ça se décide. Ça se décide ni sur les plateaux. À part Bouabs, l'AFI ne se sert pas juste des indigènes comme Tremplin, Chikirou, Keke, Diawara, Bagayoko, Bolongo et Beloussa. Oui, non, mais ils essayent de prendre en compte la réalité du terrain. Mais les gens, et je suis même pas en mode, ça a été c'est même pas, genre l'AFI n'a pas été gentil. L'AFI n'a pas été, j'ai pas envie de donner l'impression que l'AFI, quand même, ils ont été sympas et tout de faire ça. Non, ça a été un enjeu de lutte terrible. Ça fait des années que tu as des acteurs de terrain qui se sont battus pour défendre leurs droits, pour défendre leurs combats, pour défendre leur représentativité. Et donc, ça a été le produit de cette lutte-là. Mais faut actualiser, en fait. Arrête de faire croire que non, l'AFI est 100% blanche et s'en fout des représentants locaux. Ce n'est pas vrai. Ça se décide ni sur les plateaux télé, ni dans mon salon, ni dans les chichas. C'est dans les lieux de pouvoir qu'on parle de pouvoir. Et en fait, c'est ça qui est déterminant dans ma construction. C'est qu'on ne doit plus avoir peur de rentrer dans ces lieux. Et on doit même en être fier. Et vous avez l'impression aujourd'hui d'avoir changé des choses, puisque... Ce que le permet le plus Mélenchon, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un scandale autour de la France Insoumise. Je rappelle que quand même, la France Insoumise se fait attaquer parce que c'est la nouvelle France, parce qu'elle permet la montée en puissance de Noirs et d'Arabes. Et lui, il arrive à leur reprocher le contraire. Genre, la France Insoumise, ce serait le seul parti dans lequel il n'y a pas trop de Noirs et d'Arabes. Il faut arrêter d'être les petites mains. Vous êtes rentré à l'Élysée ou finalement... Non, modestement, je vais vous dire, c'est conjoncturel. C'est pas lié aux hommes. La France, comme disait madame, la France, elle a un problème avec nous. D'ordre systémique, le mot a été employé, c'est qu'en fait, elle ne comprend pas nos revendications. C'est vraiment, je veux vous dire, mais ça serait Macron, ça serait Tartampion, c'est un long fruit où en fait, on paye l'addition. C'est pour ça que moi, je suis d'accord qu'il y a un continuum, que c'est pas seulement Macron, mais Macron est la perpétuité de ça. Il perpétue cet héritage. Il n'y a aucune rupture qui a été amorcée par Macron. J'imagine et on ose espérer que si on avait un Mélenchon au pouvoir, il y aurait quand même une autre manière de faire. C'est pas sûr. Hein. Ça sera aussi le résultat du rapport de force, du militantisme, de la politique qu'on va mener et tout. Mais bon, Macron n'a fait aucun effort pour arrêter ce continuum. Moi, je pense que de toute manière, ne vous attachez pas à un résultat de ma part, parce que comme elle le disait tout à l'heure assez justement, c'est un problème en fait qui est d'ordre organisationnel. C'est qu'on sait que quand on sort dans la rue, on a plus de chances de se faire contrôler, mais ça, c'est pas, on n'a pas inventé l'eau chaude. Ce qui est assez marrant, c'est que des gens puissent croire qu'on peut changer ce système-là. On peut pas le changer, on peut le faire varier, on peut le faire évoluer, mais le changer, à proprement parler, la réponse c'est non. Et vous voulez rentrer dedans, on fait comment finalement? Déjà on vote, moi je suis pour le vote obligatoire. Et on vote qui? Puisque vous dites Jean-Luc Mélenchon non, la droite non. Je vous redis ce que pour qui on vote? Édouard Philippe. Je disais tout à l'heure, vous avez quel âge? 29. Voilà, je pense vraiment que vous sous-estimez vos potentialités. On n'est pas un troupeau et on dit on vote pour lui. Peut-être si vous et moi on parle à 3, peut-être on a des accords et des désaccords. Oui, ok, oui, on sait. Non mais attends, il va nous apprendre qu'on n'est pas on n'est pas les mêmes. Ok, tu ne réponds pas à la question. Oui, je sais, on n'a pas le même avis. Merci, merci de cette info, Bellatar. Mais maintenant, tu proposes quoi, toi? T'es très fort pour nous dire qu'il faut pas voter pour Mélenchon parce que je sais. Mais pour qui on vote alors? Moi, par exemple, j'ai pas de problème à vous parler du fait que je pense que le capital est une solution. Je pense que voilà, on y arrive. Voilà, c'est un droitard, c'est tout. Voilà. Je défendrai Bellatar contre le racisme, mais sur ça, je vais pas le défendre. Je pense pas que l'idée de l'auto-entrepreneuriat soit une piste à suivre, en fait, soit un truc à défendre. Par contre, petit détail, je sais que pour beaucoup de rebeux et de renois en France,
France, l'auto-entrepreneuriat, c'est la seule voie de sortie à la précarité. C'est la seule voie de sortie à la galère et tout. Il n'y a aucun souci. Et je pense avant tout, aux sœurs qui portent le hijab. Vu qu'elles sont exclues du monde du travail, beaucoup vont dans l'auto-entrepreneuriat et fonder leur propre entreprise. Ça leur permet d'avoir des revenus et tout. Mais 2 points. La première chose, c'est qu'il faut dire que ce n'est pas la solution, en fait. Ce n'est pas la solution parce que c'est un victorieux pour 100 perdants. Une victoire pour 100 perdants. Il y a 100 femmes voilées qui vont créer une entreprise. Il y en a une qui va s'en sortir. Il y en a 99 qui vont galérer leur race. On a de l'argent, plus on trouve ses solutions à soi. Pour ça, moi, je peux ouvrir ma gueule parce que j'ai trouvé mon modèle économique. Oui, voilà, lui, il vit bien sa vie, quoi. C'est un entrepreneur qui a réussi. Donc là, c'est ses intérêts de classe qui parlent. Mais il y a plein d'humoristes à l'heure dont vous parliez qui ne peuvent pas parler parce qu'ils disent ouais, mais quand tu as atteint certaines sommes, je dis n'importe quoi, mais quand sur ton compte en banque, tu as 300 000 euros, n'essaye pas d'avoir 3 millions. Je rappelle que la première question, c'était la question de base, c'était il faut voter pour qui? Et là, il est en mode non, mais moi, je crois au capital, gagne de l'argent, mais pas trop. Ok, mais et donc, oui. On peut revenir sur Mélenchon ou. Oui, mais la question, c'est que moi, j'ai vu les Césars il y a 2 jours. Je crois qu'il s'appelle Monsieur Sangaré, l'acteur qui avait gagné pour la vie de d'Ousmane. Souleymane. Qui est un livreur Deliveroo. Souleymane, oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Bref, pardon, j'ai peut-être écorché le nom. En tout cas, il a écrit une très très belle tribune que je vous conseille de lire parce que lui, il est livreur Deliveroo sans papier. Et ils lui ont donné un César. Alors, il n'est pas livreur Deliveroo. Dans le film, il est livreur, mais en réalité, il travaille sur les chantiers. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est un détail qui est pas très grave. Donc, il est monté sur scène. De Souleymane, ouais, voilà. Position en disant, c'est un peu rendez-vous en terre inconnue. Vous donnez un prix à un Renoir qui est livreur Deliveroo, qui joue son propre rôle, mais est-ce que vous allez le mettre dans Les Trois Mousquetaires l'année prochaine? Est-ce que vous allez le mettre, dans Taxi 5? Non, parce que le mec n'est pas... Mais qui fait en sorte que parce que l'un des problèmes de l'acteur qui joue Souleymane, je sais plus son nom d'acteur, l'un de ses problèmes, c'est qu'il n'a pas de papier. Ouais, oui, celui qui a gagné les Césars, il est toujours en attente de papier. Mais qui est au pouvoir et fait en sorte, mène une politique qui rend de plus en plus difficile pour ces personnes-là d'avoir les papiers? Oh là là. Ah, ça, c'est une vraie question à se poser. On se demande qui et quelle idéologie rend ça difficile? Bonne question, Hidalgo d'émission. Un acteur. Et en fait, cette espèce d'infantilisation et de paternalisme de la gauche, qui à chaque fois dit au Robert Renoir, non mais t'inquiète, nous on sait. Non, tu sais pas. C'est pour ça qu'il y a une forme de rebelle. Mais attends, s'il y a bien quelque chose... Attends. Macron et le paternalisme. Attends. On rappelle de... Macron, c'était quoi au Burkina Faso et tout, là? En mode, genre, ultra hautain, ultra en mode, rentrer dans l'histoire. Macron avec Haïti. Ah, mais ils sont cons. Ah, mais il était bien, le dernier président. Ils sont cons, hein, vraiment. Ah non, je suis pas content. Ah non, mais s'il y a bien quelqu'un de paternaliste de ouf, c'est ton pote. Je veux dire, ok, critique la France insoumise si tu veux, mais pourquoi t'es aussi gentil avec Macron et avec le gouvernement en place? C'est une folie. L'histoire de la clim, mais oui, mais ah putain. Et je veux répondre à la question de tout à l'heure qui était très pertinente. C'est qu'il y a une phrase qui dit quand monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Ils sont nos ennemis. Ouais. Où sont nos ennemis? Je vous pose la question. Ouais. Qu'est-ce que à l'Élysée. Voilà. À l'Élysée. Qu'est-ce qu'on combat? L'extrême droite? Non, c'est quasiment obsolète. C'est pardon. Mais peut-être qu'il est sur une autre planète, hein? C'est quoi? C'est une blague? Mais attends, on vit dans la même France? Qu'est-ce qui se passe? On est sur la même réalité? On est dans le... C'est obsolète? L'extrême droite, c'est obsolète. Moi, ce qui me fait le plus tort, c'est le paternalisme de la gauche. C'est France Inter. Oh là là, il a quand même dit que notre vrai ennemi, c'est le paternalisme de la gauche. Il a quand même dit ça. Hein. Notre vrai ennemi, c'est pas l'extrême droite. Tu sais, à la rigueur, la réponse facile, quoi. C'est dépassé, non, c'est la gauche. C'est tout ça. C'est ceux qui disent... France Inter. On sait mieux que les Arabes et les Noirs de quoi ils ont besoin. Mais ça coupe des jambes. Quand vous tutoyez des darons de chez nous, de notre culture, qui ont des 50, 55 ans, parlez avec votre entourage qui a cet âge-là, où il y a un petit bobo qui vient, qui dit tu. Tu dis tu à un mec de 60. Non, mais c'est ça le problème. Voilà. Le problème des Arabes et des Noirs en France, c'est qu'il y a un bobo qui a dit tu à un gars de 50 ans. Déjà, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Moi, j'imagine plus des Macron et tout faire ça qu'un bobo de 50 ans dire tu à un rebeu de 50 ans. Mais bref, allez. Alors que si c'était un blanc, il y aurait du vous. C'est pour ça que je dis, moi j'ai évolué sur ma position politique. Bien sûr, j'ai commencé fantasque et naïf et généreux à gauche en disant ouais, c'est ma famille politique. On dirait Sardoche un peu. Ouais, j'étais naïf, j'étais jeune, je croyais à un nouveau monde. Après, j'ai mûri, j'ai gagné de l'argent. Voilà, j'ai gagné de l'argent aussi. Faut pas. Et je suis devenu de droite, mais parce que j'ai mûri en fait. J'ai compris que le monde c'était l'homme est un loup pour l'homme. Il faut le savoir. Avec nous, j'ai vite déchanté quand j'ai compris quelle était ma place à gauche. C'est qu'en fait, si Barack Obama il était en France, il serait à la machine à café, les amis. Vous croyez que la France, elle
auraient accepté qu'un Renoir comme Barack Obama s'émancipe de tout et dise c'est moi le président. Mais non, pas du tout. Mais il fait croire que c'est que la France insoumise, ça. J'ai l'impression qu'en fait, tous les autres partis politiques, et notamment le parti de Macron, ils présentent des rebeux et des Renois, mais il n'y a que la France insoumise qui ne présente pas de rebeux et de Renois. Alors que dans la réalité, c'est totalement l'inverse. Pour des raisons personnelles, j'ai pris part au débat sur le conflit à Gaza, le conflit, le génocide. Même, j'ai perdu des fraternités avec des feux que j'aimais de tout mon cœur et qui malheureusement, on se parlera peut-être plus jamais parce que j'ai vu des choses et peut-être aussi ils ont des choses à me reprocher. Mais jamais je changerai ma position. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu des coups de pression dans le show business comme on n'a jamais vu. C'est-à-dire que... Oui, bon, attends, moi je suis d'accord. Certainement que Yacine Bellatar a subi des coups de pression, quoi. Mais bon, je pense vraiment, on est quand même tous d'accord pour dire que la personne qui, en France, a pris le plus de pression et continue à prendre encore de la pression pour son soutien à la Palestine, on est tous d'accord que c'est Rima Hassan. Et dans quel parti est Rima Hassan? Et quel est le parti politique en France qui a la position la plus carrée sur la question de la Palestine? Or, les petits partis d'extrême gauche, genre RP ou que sais-je. Frère, on revient toujours à c'est la France insoumise qui est le plus carré sur ça. Sur la question de l'antiracisme, sur la question de l'islamophobie, sur la question de la Palestine, c'est beaucoup plus carré. Je ne comprends pas Rima tracé par Europol. Wesh, quelle dinguerie. Oui, il y a Blanche aussi, bien sûr, on n'oublie pas Blanche Gardin. Mais je ne comprends pas sa haine antiraciste. Sa haine France insoumise, là. Ce que vous avez vu sur Dieudonné a été fait dans l'ombre de beaucoup d'artistes actuellement. Si vous ne voyez pas des gens en ce moment, c'est qu'il y en a certains qui ont dû faire des sorties. Et en fait, qu'est-ce que j'ai appris par notre milieu? Qu'il y a des artistes rebeux renois qui disaient d'autres un rebeu renois, ouais, c'est un antisémite. Donc pour moi, si vous voulez, comme disait Malcolm X, avant de faire le ménage chez les autres, il faut faire le ménage chez soi. Ok. On a l'impression Quand même, si t'es Malcolm X et être anti-France insoumise pour pro-Macron, il y a quand même un délire, quoi. Les intervieweurs qui laissent dérouler, je pense qu'ils ont abandonné les gens. Hein. Je vous jure, c'est ce genre d'interview, les gens, je vous promets que c'est très difficile parce que tu poses une question, tu vois l'interviewé qui dérive vers n'importe quoi, t'essayes de revenir, tu fais 2-3 fois et après t'abandonnes, t'es en mode bon, vas-y, vas-y, quoi. Tu ne réponds pas à ce que je t'ai dit, mais bon, c'est pas grave. Qui sont caricaturaux dans leur ensemble. Il parle trop pour rien dire. La vraie question, c'est pourquoi il y a des cailloux au milieu du plateau. Tu sais que, Tchoum, je suis d'accord avec toi. Ça m'a interpellé. J'ai pas osé le dire. Mais oui, pourquoi il y a des cailloux? En fait, on finit par se dire que celui qui parle normal, c'est Einstein. Donc en fait, tout ça va se calmer. Oui, voilà, pourquoi il y a des cailloux au milieu? Ça va se calmer, je vous donne le moment, dans un an. Parce que l'extrême droite va passer. Je croyais que c'était... Je comprends pas. Ça n'a pas de sens ce qu'il vient de dire. Il disait que qui sont nos ennemis, pas l'extrême droite parce que c'est dépassé. Et maintenant, il nous dit l'extrême droite va passer. C'est ça. Je comprends pas. C'est contradictoire tout ce qu'il est en train de dire. En tout cas, tout, mais pas les insoumis. Hein. Oui, mais je pense. Hein. Je vous dis ici, je suis pas Nostradamus. Mais a priori, je pense qu'ils ont suffisamment bien travaillé pour finir par faire rentrer dans la tête des Français que le cordon sanitaire, c'est pas autour de l'extrême droite, c'est autour de Mélenchon qu'il faut le mettre. C'est pour ça que j'ai envie de dire à Mélenchon, est-ce que tu mesures dans quelle impasse... Mais attends, je veux dire, tu ne peux pas reprocher ça à l'extrême droite quand il a fait la même. On est d'accord que c'est exactement ce qu'il essaye de faire, de mettre le cordon sécuritaire autour de la France insoumise. Il a dit, c'est qui nos ennemis? C'est la gauche, c'est la France insoumise, c'est Mélenchon qui rabaisse les Noirs et les Arabes, je refuse ça et tout. Et maintenant, il dit, ouais, l'extrême droite autour de Mélenchon. Et déjà, il tutoie Mélenchon. Oh, on tutoie pas, il a 70 ans, Mélenchon, ok? Tu le respectes, en fait. Non, mais c'est... Et maintenant, il veut donner des conseils à Mélenchon. Ok. C'est autour de Mélenchon qu'il faut le mettre. C'est pour ça que j'ai envie de dire à Mélenchon, est-ce que tu mesures dans quelle impasse tu t'es mis tout seul? Tout seul. C'est Mélenchon tout seul. C'est Mélenchon qui s'est érigé tout seul. Ah, c'est lui, hein. C'est à cause de Mélenchon qu'il y a un cordon sanitaire autour de lui. Mais pourquoi? Pourquoi il y a un cordon sécuritaire, sanitaire ou que sais-je, de la part de tout le bloc de droite et d'extrême droite autour de Mélenchon? Alors, on pourrait se poser la question. Ce que vous êtes en train de dire, là, ça veut dire que les élections, parce que c'est quand même grave, sont déjà jouées d'avance. Il n'y a pas d'adversité en face de l'extrême droite. C'est mathématique. Hein. 8 candidats au centre pour 10%, 6 candidats de gauche. Donc déjà, avoir 14 candidats, l'extrême droite, ils ont un candidat. Non, c'est pas vrai, ils n'ont pas qu'un candidat, mais à la rigueur. Et donc, Mélenchon, au final, il aimerait que Mélenchon parte. C'est ça, son truc. Genre, sois responsable, Mélenchon, si tu veux que la gauche gagne, casse-toi. Ok. Et donc, il fait croire que c'est pour combattre l'extrême droite, alors que c'est juste dans son idéologie libérale de fou. C'est ça, en fait. On va en venir sur ça. Sois responsable. Et d'ailleurs, truc assez dingue, c'est-à-dire que le candidat qui a le plus de voix au
dernières élections présidentielles, c'est celui qui doit partir. Et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu es toujours anti-France Insoumise. Mais si, en fait, si, j'arrive à comprendre. Parce que c'est pas tes intérêts de classe. Mais il faut quand même que tu comprennes que, in fine, même avec Macron, tes intérêts de classe seront détruits parce que tu es un rebeu et que tu es musulman. Voilà. Donc pense aussi aux tiens. Pense à tes frères et sœurs qui sont dans la galère, qui restent dans les classes populaires et tout. Pourquoi cette politique anti-France Insoumise? Je ne comprends pas. Même dans tes justifications de paternaliste, ça ne marche pas. Macron est beaucoup plus paternaliste. Europe Écologie Les Verts, c'est beaucoup plus paternaliste. On rappelle Tondelier qui va surveiller, comment il s'appelle, Médine. Vraiment le rebeu le plus gentil de France, Médine, elle va le surveiller, voir s'il n'est pas un petit peu... Vous inquiétez pas, voilà. Vous savez, Bolloré, il a mis 500 millions d'euros dans son groupe. Il a dit ce groupe, il a dit c'est une croisade. C'est la sémantique qui est dorénavant quasiment religieuse. Il est en croisade, il veut... Voilà, c'est la France du Puy du Fou. Et ces gens-là, ils sont dangereux. Moi, j'ai été suivi par la police à la demande de Bruno Retailleau. Quand vous dites pourquoi je ne vois plus? Tout simplement parce que j'ai dit à Retailleau ce que je pensais de lui. Moi, j'ai d'autres problèmes que show business. Par contre, ça ne m'étonnerait pas que Bellatar soit un peu surveillé et tout. Hein. Moi, je le crois tout à fait sur ça. Hein. Chose de secret ou... Non, c'est pas quelque chose de secret. Je ne parle pas à Retailleau déjà. Retailleau est un bon à rien, dangereux. Et c'est en ça que je peux en vouloir à Emmanuel Macron. Enfin, une petite critique à l'égard de Emmanuel Macron. Enfin, on y arrive. Putain. Juste, quand même, par contre, t'as déconné avec Retailleau. Là, t'as déconné. Sacraliser des gens comme Retailleau, des gens qui Blanquer. Et aujourd'hui, c'est des choses que le président Macron va payer. Bref, que dire comme conclusion sur Bellatar et la France Insoumise et Mélenchon et Macron? J'ai quand même l'impression que Yacine Bellatar, qui est un rebeu, un musulman rebeu, entrepreneur à succès, il a quand même l'impression de suivre davantage ses intérêts de classe que ses intérêts de race. Et ça, c'est un problème. Ça sera ma conclusion. Ça sera ma conclusion. Et Bellatar, arrête de faire le con, Bellatar, arrête. Vote pour Mélenchon. Et promis. En plus, je sais pas si t'as vu, mais là, la France Insoumise, elle est à fond petit patron. Et je pense pas que t'es un gros patron, toi. T'es un petit patron. Donc, vote France Insoumise. T'as pas vu les débats sur Twitter? T'as pas vu? Maintenant, la France Insoumise, c'est pro-patron. C'est bon, voilà, c'est réglé. Bon, après, là, il y a le pressing de RP et de la pas du team. Mais je pense qu'ils vont résister. Ils vont devenir pro-petit patron. Donc, vas-y, tu peux voter pour Mélenchon et on verra après la révolution ce qu'on fera.